Juste ce qu'on a réalisé, c'est incroyable, ce que cette équipe a donné aux fans, c'est extraordinaire. De refaire l'année prochaine un début comme ça, c'est très improbable en fait. Enfin, ne nous interdisons pas d'aller chercher un 4e major. Un 5e, un 6e, si on aura arrivé. Et je peux vous dire, c'est qu'il se met énormément de pression pour être à la hauteur de ses attentes. Gagner trop tôt, c'est génial, mais c'est aussi, ça peut te desservir. C'est la continuité logique pour nous, qui sommes des excellents performeurs côté sponsor et côté business. Voilà pourquoi Rugby est né et voilà pourquoi Rugby va progresser. Quand l'eSports World Cup doit se délocaliser, ça arrive à Paris. La France, c'est clairement pour moi l'un des 3 grands pays de l'eSport aujourd'hui. On a soulevé le trophée du Major à Paris en 2023. Si vous pouvez soulever ce trophée de l'eSports World Cup à Paris en 2026, ce serait incroyable. On est bon ? Allez. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Vitality Inside 2. On remet le couvert quelques mois après, vu que le premier a été globalement reçu très positivement par la communauté. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion pour nous d'avoir une petite discussion sur plein de sujets, parce que j'imagine que vous avez plein de questions. Évidemment, on va revenir sur les résultats qui se sont passés sur toute cette première partie d'année, e-sport comme business, parce qu'on a eu quand même des belles annonces, des beaux succès. Et puis évidemment, on va se projeter un petit peu vers l'avenir, court terme et moyen terme. Le court terme, ça va être évidemment l'eSport World Cup. Et je tiens à préciser, j'ai pas le journal du jour, mais vous allez me croire sur parole, on est aujourd'hui le mardi 23, on revient du Major. Et voilà, ça va être un petit peu une belle occasion de revenir sur tous ces sujets. Et voilà, à part quoi dire de plus que c'est parti. On y va ? Je lance CS ? Tu peux lancer CS, lance donc CS. Donc on revient du Major. Je dis ça en souriant, ça me fait pas tellement sourire, mais on va revenir dessus. Peut-être justement, commençons par parler de ce Cologne où on avait énormément d'attentes, où on avait un énorme plan aussi avec énormément de staff Vita qui est venu, beaucoup d'activation pour les fans notamment, et ça s'est hyper bien déroulé. Ce qui s'est un peu moins bien passé, c'est la performance. Mais ça, on peut en revenir aussi, parce que c'est vrai qu'on avait eu un petit peu le cas de figure avec les Champions à Paris déjà. C'était différent, parce qu'on s'était pas qualifié. Non, c'était pas qualifié, mais je veux dire, on avait un plan et un déroulé marketing de campagne avec toutes les équipes qui avaient bossé quasiment presque 6 mois dessus, pour effectivement être certain que si résultats incroyables ou ne serait-ce qualification, on soit capable de dérouler le tapis rouge et balancer le feu d'artifice. C'est ça aussi un petit peu aussi la cruauté et la beauté de l'e-sport, c'est qu'aujourd'hui effectivement quand on a une équipe de mutants qui gagne énormément, on s'est dit il faut qu'on soit prêt justement à avoir cette méga célébration, cet embrasement général. Et malheureusement c'est pas arrivé, mais en tout cas ce qui est intéressant et important de dire et de constater, c'est que on a refait un système de fanzone qui avait eu un très beau succès déjà pendant le Major Rocket League. Donc là on a eu le Vitality Hub qui était juste en face de l'arène, et sincèrement en termes d'animation, en termes de qualité, etc., c'est super. Et puis il y a plein de trucs qu'on pourra un jour teaser ou pas, mais qui ne sont pas produits. Ce n'est que partie remise, on va en reparler, je pense que... Je sais, moi j'ai envie de le spoiler un peu, mais par exemple, une des surprises qu'on n'a pas pu montrer et qu'on n'a pas pu faire, c'est qu'il y avait le retour de Wonkill à partir des demi-finales. Ah, wow. Et je pense que ça c'était... C'est révélé, ça y est. Ouais, non, mais il y avait pas mal de choses qui étaient vraiment très cool si effectivement on arrivait à aller chercher la performance qu'on espérait, donc c'est un peu dommage, mais en même temps c'est le jeu, et puis il fallait dire quelque chose, c'est qu'on a mis beaucoup de moyens parce que c'est le dernier Major en Europe sur les 4, c'est vrai, les 2 prochaines années. Ça va partir en tournée avec Singapour, Buenos Aires et puis Shanghai. Peut-être on parle un peu du résultat. Ouais. Peut-être, pour dire un mot, ma lecture de non-expert, c'est qu'on n'a pas été à notre meilleur niveau. Quand on revoit le match contre Falcons qui a été finalement hyper serré, beaucoup plus que leurs 2 matchs suivants, on voit qu'on a la place et qu'on fait beaucoup de petites erreurs. Enfin évidemment Rémi l'a expliqué beaucoup mieux que moi je pourrais le faire dans l'interview d'après-match, qui était vraiment pas mal. Voilà, on sent qu'on avait la place, il nous a manqué 2-3 choses. Extase, évidemment. Voilà, oui, après, je pense que les connaisseurs connaissent, mais t'as raison. Ouais. C'est hyper frustrant parce que, je sais pas pour toi, mais ces derniers temps on a tellement toujours eu le sentiment que même dans les situations désespérées, l'équipe trouvait toujours quelque chose et que c'était presque un peu magique ou mystique, et en fait on avait oublié qu'on pouvait perdre. Et on se disait, même quand ça commençait à sentir
vraiment pas bon, qu'on allait trouver une clé, quelque chose pour revenir, et c'est passé à rien. D'ailleurs que ça se produise, puisque finalement on remonte très fort à la dernière map, mais ça suffit pas sur des toutes petites choses. Donc c'est hyper frustrant. On avait oublié ce sentiment du match qui se termine et de la défaite. Ça s'est vu d'ailleurs, hein, parce que au moment de l'élimination, il y a une sorte de blanc et de qu'est-ce qui se passe, de stupéfaction. Ouais, et c'est pas de l'arrogance quoi, c'est effectivement quand ça a toujours un peu tourné en notre faveur ces situations-là depuis le début, comme tu dis, c'est toujours dans notre sens. Et aujourd'hui, ça l'était pas, quoi. C'est-à-dire tu perds contre des rounds que tu dois pas perdre sur des petites échos, sur des light buy. Et au final, c'est regrettable. Mais bon, en même temps. J'ai vu aussi pas mal de trucs et de débats sur Twitter, des mecs qui postent 45 fois le même tweet sous tes réponses ou sous les posts pour exprimer leur POV, mais en disant que on a été peut-être trop arrogant sur la préparation. De se vanter qu'on gagnait des tournois sans s'entraîner, que Atlanta ça nous a créé du retard, etc. Et en fait, c'est un petit peu aussi les learnings qu'on a eu de l'année dernière, et c'est ça que je voulais un petit peu discuter aussi, c'est que quand, en fait, vous imaginez pas à quel point Austin l'année dernière, il y a eu une charge mentale et des mecs qui sont juste exténués. Donc on était sur la continuité, on avait beaucoup d'avance, et surtout il y avait des équipes qui étaient relativement moins fortes ou moins bien assemblées, on va dire, l'année dernière. Mais l'année dernière, quand on arrive à Austin, il y a une pression autour du groupe, il y a une pression autour des joueurs qui est juste horrible, et ça s'est vu sur la deuxième partie de saison où ça a été complètement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile pour nous d'enchaîner, de revenir, etc. Donc cette année, on a voulu l'aborder de manière un petit peu différente, parce qu'on a eu l'air de rien une première partie de saison qui ressemble beaucoup à la première partie de saison 2025 même, à part le Major, hein. Non, c'est pour ça aussi qu'on est dur et qu'on est un petit peu défait, parce qu'effectivement le Major c'est le Saint Graal, c'est le tournoi qu'il faut pas rater, mais si tu regardes effectivement d'avoir gagné 5 tournois dont un deuxième grand slam, c'est juste aussi D'ailleurs il y a les lingots sur la table des 2 grands slams, voilà, qui viennent d'arriver, mais c'est juste inhumain. Donc cette année on s'était dit aussi on va essayer de changer quelque chose. On s'était mis le Atlanta pour s'offrir une sorte de filet de sécurité au cas où si ça passait pas à Rio, parce que Rio on savait que ça allait être un tournoi très relevé avec potentiellement le héros local qui allait être un petit peu galvanisé, parce qu'on s'attendait aussi à un moment donné à une sorte de réveil de Furia. Et puis au final c'est passé à Rio dans un match, dans un tournoi qu'on a ultra maîtrisé, où le niveau global était hyper bon quoi, presque. Et je veux dire, tout le monde jouait plutôt très bien et on a eu une victoire très convaincante. Et après derrière, effectivement, je dirais pas que c'est un relâchement, mais c'était une sorte de se dire ok, maintenant si on fait pas cette soupape pour décompresser, on va arriver cramé et il faut qu'on change quelque chose par rapport à l'année précédente. Et au final, on n'a toujours pas trouvé la formule, parce que ça nous a un peu fait déjouer et ça nous a un petit peu, on va dire, créé des interrogations sur des choses, mais pas sur grand chose quoi. C'est plutôt sur des petits protocoles, des petits ajustements sur la communication, et individuellement on a eu un plutôt mauvais Atlanta, mais sur ce Major on n'est pas non plus complètement à la ramasse. Même on a eu plutôt un très très bon Ziwo qui finit je crois meilleur rating du Major. Meilleur rating, après je pense qu'il a quelques moins de matchs et puis quelques maps un peu moins. C'est surtout, je pense que les gens retiennent malheureusement des rounds où au sniper aussi il a montré plus d'impact, on va dire, et c'est vrai qu'au sniper sur l'ensemble du tournoi, c'est là où il a été peut-être le moins brillant, mais globalement on a eu quand même un excellent Ziwo. Mais globalement tout ça pour dire que voilà, ça fait partie aussi de la roadmap de prépa. Je sais pas si à refaire on refait différemment, parce qu'on est toujours dans cet apprentissage, et c'est ce que j'ai dit un petit peu en interview. Maintenant il y a 2 choses, c'est de une, utiliser cette claque pour la deuxième partie de saison, et maintenant essayer de se mettre aussi dans cette position pour que l'année prochaine, en 2027, si on a un autre début de saison similaire, ce que je doute, parce que c'est tellement, encore une fois, déjà de le faire d'affilée. Peut-être aussi c'est un mot à dire, c'est que sous le coup de l'élimination, je pense que tout le monde était hyper déçu. Je pense que beaucoup de gens ont tweeté à chaud et des choses qu'ils ont un peu regrettées, parce que c'est pas du tout juste par rapport à cette équipe-là, mais on était tous hyper déçus. Mais pour redire un petit peu les évidences, on s'est juste trop habitué à des choses extraordinaires. Justement, on dit qu'on avait oublié ce que c'était que perdre, mais c'est pas normal. En fait, la plupart des équipes, elles vont au tournoi, elles reviennent en perdant. En fait, c'est dur de gagner et on faisait que ça. Et donc oui, refaire l'année prochaine un début comme ça, c'est très improbable. En fait, il faut vraiment qu'on se dise que, évidemment, qu'on vise la même chose en deuxième partie de saison pour aller jusqu'à Singapour, mais
juste ce qu'on a réalisé, c'est incroyable. Ce que cette équipe a donné aux fans, c'est extraordinaire. Il faut pas qu'on l'oublie, mais je pense que tout le monde s'en est rendu compte un peu en se réveillant le lendemain et en redescendant un peu sur Terre. Même si voilà, il y a eu des réactions à chaud. En réalité, on a eu une séquence incroyable. Maintenant, le but, c'est comment on repart pour faire ça dans la deuxième partie de saison, notamment jusqu'au Major. Et puis, quelque part et aussi, le WC, mais ça, on va en reparler. évidemment. Mais, et puis, quelque part, c'est bien aussi qu'il n'y a plus de comp. Il y aura toujours la comparaison avec Astralis, mais du coup, maintenant, il y aura une comparaison différente parce qu'on va arrêter aussi d'aller chasser leur record. Parce que je pense que. Le 3 Major d'affilée, là, le compteur est reparti à zéro, ça va être compliqué. Mais en tout cas, cette stat et ce record-là aussi, où on se battait, entre guillemets, contre un fantôme un petit peu, ça va permettre aussi de nous concentrer sur nous-mêmes et d'aller chercher peut-être aussi quelque chose qui ressemble un peu plus à notre leg ou à notre legacy sur le jeu. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance de faire un back-to-back Grand Slam, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire du jeu. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est ça l'histoire de Vitality, c'est peut-être essayer d'en faire un troisième. Ouais, après, ne nous interdisons pas d'aller chercher un 4e Major, voire un 5e, un 6e. Voilà, évidemment que les Majors restent la priorité absolue, mais je veux dire, peut-être qu'il y a quelque chose ici pour nous à déconstruire ou à reconstruire autour de nous-mêmes, autour de notre force. Et c'est vrai que voilà, on est une équipe qui est extrêmement régulière, qui sait gagner plein de tournois et que du coup, peut-être on va se fixer des autres objectifs collectifs. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce qui est important, c'est que les joueurs partent en vacances, se vident la tête avec ce sentiment qu'ils avaient un peu quitté, c'est-à-dire de partir en vacances sur une défaite. Donc, peut-être pour boucler la séquence Counter-Strike, quelques petits mots. Moi, c'était quand même un major assez incroyable. On a encore un peu du mal à se le dire, mais notamment la journée de quart de finale. Malheureusement. En termes de contenu, tu veux dire ? De qualité, de match, entre le Spirit G2, notre match qui a été. Nous, on a eu du mal à apprécier notre match de quart de finale, mais finalement, les observateurs ont plutôt passé une journée de Counter-Strike assez extraordinaire. Pareil sur la demi Spirit Falcons. Après, c'est la finale qui est hyper décevante, quoi. Généralement, les finales, c'est quand même 50-50. Hein. C'est quand même souvent une équipe qui choque et une équipe. Le BO5, quand ça part en stomp comme ça, c'est pas magnifique à voir. Hein. Et c'est largement le major, pour info, le plus suivi de l'histoire, que ce soit en peak ou en Hours Watch. Donc, ça, c'est. Quand même, parfois, on a un petit son de cloche décliniste sur l'e-sport. Là, pour le coup, CS continue d'exploser, quoi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Même si c'était pas pour nous cette fois-ci. Ce qui était assez sympa, donc Néo a mentionné la fanzone, le hub, et en fait, on a eu avec nous 4KM tout le week-end, et ça permet peut-être de toucher un mot sur l'académie, si tu veux en parler. Non, c'est intéressant. On avait eu Lucas qui était venu à Cluj. Du coup, maintenant, on a Ulysse qui est venu justement à Cologne avec nous. Donc c'était intéressant. On essaie toujours de créer ces petites passerelles pour les mettre un petit peu dans ce climat et dans cet environnement un petit peu pro des grands events et aussi un peu désacraliser, être au contact des joueurs, être au contact des fans, être au contact des dirigeants. Je pense que c'était intéressant. Je pense qu'il a fait un trip de malade, le petit. Hein, je pense vraiment. Si j'en crois son Twitter et son sourire sur place. Il a coché beaucoup de cases, je pense, de personnes qui veulent vivre de Counter-Strike et qui en rêvent. Donc c'était cool de voir un gamin avec un petit peu d'étincelle dans les yeux, qui a un magnifique potentiel. Et après, sur l'académie en général, je pense que, comme j'ai dit, j'ai répété régulièrement, pour moi c'est l'année 0 encore une fois. Il fallait lancer le projet, c'est lancé. On a mis quelqu'un de très compétent et de très expérimenté à la tête avec Mathieu Pêche, qui vient de l'équipe première, qui va nous amener un petit peu toute la structuration et les prérequis que le tier 1 nécessite. Donc là-dessus, on va un petit peu attendre un petit peu avant de juger. Ce que je peux dire, c'est que là, ils vont faire leur premier événement bientôt, donc ça va être aussi pour eux de l'occasion de se tester en LAN. Et derrière, il faudra un petit peu plus juger ce projet dans un an, quand on aura un petit peu appris, mis en place les fondations, mais globalement content enfin que ce soit sorti de terre, qu'on puisse en parler librement, on puisse avoir ces connexions, et la relation entre une équipe 1 et eux existe déjà, hein, parce que Rémi va beaucoup passer de temps avec eux, va passer beaucoup de temps avec eux cet été là pendant le break, et il a prévu quelques jours d'entraînement avec eux. Et il y a des entraînements qui ont été communs pour nous entraîner, surtout sur les pistol rounds ou des choses comme ça. Donc il y a des choses sur lesquelles on le met à disposition, on le fait fructifier, on travaille dessus, et globalement ça va faire que monter en puissance, parce que le but c'est d'aller chercher un avis, un mouse ou même un spirit sur ces modèles-là. Et comme je l'ai répété également, c'est que
quand c'est bien fait, il faut être très humble et savoir copier. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui pour essayer de rattraper un petit peu le retard et l'anomalie de ne pas en avoir une pendant des années avant. Yes. Sur peut-être un dernier mot sur les renouvellements, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on garde nos joueurs? Voilà. L'idée c'est plutôt oui, mais quand est-ce que tout ça se décante? Est-ce que tu veux toucher un mot sur tout ça? Toucher un mot, je pense que c'est un secret qui est le moins bien gardé. C'est que tout le monde sait qu'en discussion, Apex le tease depuis des mois, des semaines, et qu'il en passe effectivement de prolonger, si ce n'est qu'il a déjà prolongé, je ne sais pas, peut-être, on verra. Ça dépend à quelle date tout ça se déroule. Mais en tout cas, quel est notre espace-temps? Ce que je peux vous dire, c'est que ce groupe est très attaché à Vitality, est très attaché aux uns et aux autres. Et donc du coup, c'est évidemment ce double attachement fait que pour eux c'est une évidence qu'ils ont envie de continuer de se projeter chez Vitality, et nous on n'a pas l'ingratitude des derniers résultats, on va dire. C'est 2 quarts de finale, une série de 35 ou 36 playoffs d'affilée. Ce groupe est extraordinaire et a encore beaucoup de choses à montrer. Vu l'état des troupes et vu les discussions que j'ai eues, j'ai pas la sensation que quelque chose se soit brisé. Au contraire, je pense qu'ils ont plus envie collectivement de rebondir et d'être revanchards pour la plus grosse étape, qui est le WC avec Paris et évidemment Singapour. Bon, bah voilà pour CS, on va passer à Valorant. Alors Valorant. Peut-être il y a 2 éléments. Il y a revenir sur la perf où en est l'équipe, et parce que ça se déroulait en même temps que Cologne, et finalement, mais bon, tu vas en parler, on a fait un top 4 mondial. C'est très bien. Un petit peu mieux que sur Counter-Strike. C'est très bien. Peut-être avant d'en parler, juste un mot. Là, il y a des choses qui se passent sur Valorant. C'est Riot qui refont assez fortement son système, avec un système qui va ressembler justement plus à CS de tournois tout au long de l'année. Ils modifient la façon, le nombre de teams partenaires qu'ils ont. Donc voilà, ça change pas mal la donne. C'est un nouveau cycle de 2 ans qui va s'ouvrir. Et nous, on est dans ce processus-là pour faire partie du système de partenariat nouveau que Riot annoncera. Donc ça, c'est un vrai travail que vous ne voyez pas, qui est le travail de fond des équipes. De convaincre Riot de pourquoi Vitality est indispensable à cette ligue. Et le meilleur partenaire sur les 2 prochaines années. Exactement. Parce que nous, effectivement, donc le RFP, c'est une sorte de... RFP, appel d'offres. Exactement, de candidature, de candidature pour rester dans la ligue, dans le système qui se monétise bien. On le voit, je pense qu'aussi... Oui, peut-être, pour préciser, c'est qu'il va y avoir un système plus ouvert, un petit peu à 2 vitesses, où les équipes qui ne sont pas partenaires auront plus d'accès aux compétitions. Mais par contre avec un différentiel financier très fort avec les équipes qui sont partenaires. Voilà. Exactement. À la fois les équipes partenaires, comme tu le disais, un effet snowball, mais comme ils veulent certains que ça soit quand même un circuit ouvert et que les gens qui overperforment ou qui performent puissent être récompensés, ils ont aussi fait une sorte de filet de sécurité où la performance amène du revenu, et donc une équipe de tier 2 ou une équipe qui n'a pas été prise dans la ligue mais qui a plutôt une optique perf peut être capable quand même de générer pas mal d'argent et d'aller entre guillemets et d'être capable de vivre autour de Valorant, parce que c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'ils essaient de trouver des partenaires et des équipes qui disent Valorant est une priorité pour nous. Maintenant voilà, nous je pense qu'on a fait un super dossier, les équipes ont été ultra mobilisées, on fait un travail de qualité, je sais plus combien de pages on a sorti. Beaucoup de pages, et elles sont remplies de choses tout à fait intéressantes. Exactement. Un jour peut-être on montrera nos Liquid avait montré, tu te souviens, son dossier LCS à l'époque. Mais moi j'aimerais bien le montrer parce que tu vois, on a le nôtre qui est au bureau, notre dossier LEC. Notre dossier LEC. J'ai regardé, c'était marrant. On était jeunes. On était jeunes, ouais. Mais on était déjà bons. Et ce dossier, je l'ai relu hier parce que j'en suis vachement content, et bravo aux équipes qui ont travaillé énormément. On a contribué évidemment, mais je veux dire, le gros du travail c'était quand même plutôt les employés Vitality, liés par Thomas Panso et Andy, qui chapeautent Valorant chez nous. Et en fait finalement on va voir, parce qu'aujourd'hui si on regarde, je vois pas mal de tier list ou tu sais de probabilité, 8, dans les 8 il n'y a pas ça, machin, etc. Nous ce qu'on peut dire c'est qu'on est globalement très confiant, parce qu'on est une équipe qui est extrêmement structurée, on fait partie des équipes qui sont ultra dominantes à l'échelle mondiale. Maintenant il faut voir quelles sont les métriques
métriques qui comptent, parce que si c'est juste des métriques de pure vente bundles, on n'est pas les meilleurs élèves, parce que les clubs d'influenceurs entre guillemets, pour prendre une appellation un peu dépassée, sont généralement des meilleurs vendeurs. Les clubs d'influenceurs sont des meilleurs vendeurs, les clubs vraiment historiques qui ont eu des résultats incroyables au fil Fnatic des années. Notamment, même si je pense que ça commence à s'effriter. Mais tu vois, genre un PPRX, Léviathan, qui sont des équipes qui globalement vont souvent aux Champions, etc. et tout, ont quand même des ventes. Donc voilà, donc c'est une petite dédicace pour dire acheter le bundle, parce que voilà, ça aide, ça soutient. Ça aide, ça nous permet de moins se faire des nœuds au cerveau là-dedans. Mais globalement, je pense tout manière, si nous on n'est pas confiant, je pense que personne n'est confiant, dans le sens où on est quand même une des équipes structurées. Maintenant, si ça venait à ne pas passer, ça veut dire effectivement qu'ils sont allés chercher une composante plutôt héroïste, c'est un retour sur investissement très court terme pour vendre un maximum de bundles. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils sont plutôt privilégiés sur pas avoir les meilleurs partenaires, mais plutôt des partenaires qui génèrent beaucoup de revenus. À voir, on est en tout cas très confiant. Bon, tu vas peut-être nous parler de l'équipe et de la performance. En tout cas, juste un mot pour rappeler que les champs sont à Shanghai. Ouais. Et que la Chine, on pourra en reparler encore un petit peu après, on avait parlé dans le dernier Vitality Insight, c'est hyper important pour Vitality. Donc on n'a pas réussi à se qualifier à Paris, mais par contre Shanghai c'est un énorme objectif, et peut-être tu veux nous faire le point justement sur la perf récente et comment tu vois la suite. Tout à l'heure, la perf récente, on savait que en prenant un prodige qui avait 17 ans il y a 1 an et demi et qui allait célébrer ses 18 en avril ou quelque chose comme ça, on amputait une partie de notre début de saison. Je pense qu'on a fait le kick-off, c'était plutôt encourageant. Cette double concentration qui est en play-off qui nous coûte cher, mais en même temps je pense qu'on a été quand même globalement limité sur les rôles. On a vu pas mal de practice justement en début de saison avec Sayonara. Je pense que Unfake a fait un boulot admirable, mais malheureusement c'était pas forcément le profil le plus adapté, mais c'était le profil qui me faisait le plus de sens. C'était quelqu'un qui était disponible, quelqu'un qui était déjà sur notre payroll. Donc le but c'était évidemment de limiter les coûts. Et puis donc ce kick-off quand même a été riche en enseignements, et puis Sayonara arrivait, et c'est toujours pareil avec les prodiges, c'est que soit ça clique tout de suite et c'est génial, et t'es sur une sorte de lancer, un petit peu ce qui s'est passé avec Zen, et encore avec Zen on avait eu une sorte de miracle à Boston avec cette élimination de BDS et cet open contre Complexity qui ne rentre pas et qui nous permet derrière de gagner le tournoi et de devenir un peu les invincibles. Et avec Sayo, ça a mis du temps un petit peu à se mettre en place, parce que c'est un joueur qui a un statut, qui est annoncé comme un des plus gros talents de la région depuis des années, et je peux vous dire c'est qu'il se met énormément de pression pour être à la hauteur de ses attentes, et du coup il a vraiment quelque chose où il est capable un petit peu de passer à travers un petit peu tout seul, alors que sincèrement c'est vraiment notre Factor X, c'est un des meilleurs joueurs en Europe à l'heure actuelle. Donc ça a été difficile pour lui d'intégrer cette équipe avec beaucoup de vétérans qui aussi avaient des divergences sur la façon de jouer. Ça a mis du temps, et puis finalement il y a eu un petit peu ce miracle, encore une fois. Là, je parlais de l'Open de Complexity sur Rocket League, là c'était un petit peu un miracle avec cet alignement de planètes, avec c'est clair. Eternal Fire qui gagne, avec Fnatic qui bat BBL, etc. Donc du coup merci à tous. Voilà, merci de la contribution. Donc on passe en play-off, et puis en play-off décomplexé, on joue bien jusqu'au moment où on se remet de la pression sur cette finale contre Heretics qu'on doit tous les jours gagner. Je sais que ça a fait grincer des dents pas mal de fans espagnols, mais moi j'ai l'impression qu'on l'a plutôt perdu par nous-mêmes que eux qui ont été meilleurs. Bien sûr qu'ils nous ont défoncé sur une ou deux maps, mais globalement j'ai l'impression qu'on aurait dû clôturer sur la troisième et que ça aurait dû être un 3-0. Maintenant c'est la vie, ça fait partie de cet apprentissage, et je pense que gagner trop tôt c'est génial, mais c'est aussi, ça peut te desservir. Et puis du coup on a eu Londres où ça a été aussi une sorte de répétition avec une revanche contre Heretics, c'est de montrer qu'on a eu de la progression, cette double confrontation contre FUT, donc ça montre aussi qu'on a de l'avance sur l'Europe, et qu'il va falloir la maintenir, donc c'est très très important. Et puis derrière on a eu 2 non-matchs, un contre PPRX avec un style de jeu qui est très explosif, qui est un petit peu à l'antipode. Tu n'avais pas adoré ce match. Non, qui était à l'antipode du modèle européen, parce que nous c'est plutôt long, structuré, eux c'est plutôt
dans ta gueule tout de suite, full agression, ultra. Donc c'est hyper cool et rafraîchissant à regarder, mais c'est deux mondes différents. Et puis contre Léviathan, où on s'est juste fait démolir, et Léviathan était aussi sur une lancée où ils ont démoli tout le monde derrière. Donc, bravo à eux. Ça n'enlève pas que le tournoi globalement était très positif. Je pense que c'était on va dire une expérience internationale importante, et où on a eu beaucoup de certitudes et de choses cochées, et je pense que c'est très bien qu'on ait eu ce genre de tournoi avant Paris et avant le WC, parce que c'est ça qui va compter désormais pour le club, évidemment, pour les fans qui vont aller les voir, et pour aussi espérer aussi faire un très bon résultat à Shanghai, comme tu l'as mentionné, parce que on a engrangé quelques points, mais il va falloir aussi comprendre qu'est-ce que le niveau international et le top international requiert. T'as parlé de WC, comme pour toutes nos équipes, sauf une. Voilà, c'est une transition magnifique. Ouais. Petite déception, enfin voilà, ou la classique malédiction, je sais pas comment on veut en parler. Donc League of Legends, saison régulière sublime. Sublime. Non, mais le pire, c'est de l'avoir de l'espoir. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, alors voilà, je voudrais pas. Voilà, il faut quand même se dire qu'on est légèrement vacciné et blasé, donc même après la saison régulière. Donc dans laquelle on a terminé premier, on avait quand même des petits doutes. Est-ce qu'on va savoir ramener ce niveau-là en play-off? De fait, non, puisque 0-6, quoi, c'est voilà, 2 fois 3-0. Il y a un truc qui s'est. En lâchant des games vraiment, enfin, pas d'une manière jolie, vraiment. Non. Est-ce que tu as un peu un petit post-mortem de qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas maintenu le niveau de la saison régulière? On avait pas mal de certitude en fait sur sur le split. Je pense qu'on n'a pas réussi à le montrer, et sur des matchs en jeu, je pense que on a commencé un petit peu à déjouer, et les rookies ont eu tendance un petit peu à surjouer, et là où effectivement les vétérans auraient dû calmer, auraient dû amener l'expérience et compenser. Et je pense que malheureusement on n'a pas eu un beau Vitality en général, hein. Collectivement il y a quelque chose qui fait que le groupe a fait un rejet, et que malheureusement il nous reste un summer split, donc écoutez, on va repartir pour le Golden Coin Flip, parce qu'en plus ça fait pas mal d'années qui tombent du mauvais côté. Pas mal d'années qui tombent du mauvais côté. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, on a lancé une pièce sur un truc sur lequel je suis pas particulièrement fan, c'est un import. Donc on va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, je trust le coaching staff en place sur ces 6 derniers mois potentiels, et voir effectivement si on arrive avec un alignement de joueurs qui ont peut-être la même envie ou le même on va dire éthique de travail, peut-être peuvent faire quelque chose au summer. Voilà, donc on va voir, on va attendre un petit peu les résultats. Et peut-être moi un tout petit mot sur la LEC. J'ai eu le sentiment, évidemment d'un point de vue sportif, et aussi en allant aux Honor Conférence, en discutant, etc., qu'il y a vraiment un noyau des 3 clubs pour qui la LEC c'est largement la chose la plus importante, quoi. Donc G2, KC et MKOI, et que le reste de la ligue, nous y compris, cherche un peu les clés, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait là? Comment on arrive à briser un peu ce cycle de ces équipes dominantes? Et c'est vrai que maintenant il n'y a plus Fnatic là-dedans, quoi. Un peu de fait. On verra comment ça évolue, etc. Mais on sent vraiment que il y a un peu un gap, et comment le combler. On avait l'impression sur ce split qu'on commençait à y arriver, mais en fait on se repose, on repart sur une feuille blanche. Donc pas complètement, mais voilà. Pas simple de casser ce cycle-là, et de rentrer dans ce club des clubs dominants. Et puis on peut en parler aussi, je peux dire. Quand on parle de League of Legends, on parle beaucoup de la LEC, mais c'est vrai que moi je suis plutôt inquiet aussi de l'état de la LFL et des EU Masters. Parce que tu vois par exemple Solari, qui est une équipe qui fait une saison extraordinaire, qui le mérite. Après, ouais, bravo, ça fait plaisir. Eux, ils ont réussi à briser la curse. Nous, on l'a fait l'année dernière quand même avec Katowice. J'avais dit un arcu, j'ai dit PSG et Vitality gagnent Katowice, vous allez gagner la LFL. Bon, ils l'ont fait en 2026. Mais du coup, ils ont réussi à briser la curse, et plus que la briser, parce que 2 titres de LFL, un titre de U-Master, une finale de U-Master encore. Mais je regardais les stats de la finale de U-Master, c'est cata, quoi. C'est pas joli, quoi. Non, il y a un vrai questionnement. Même ce split de LEC a des audiences en baisse. Les ligues régionales, donc le tiers 2 européen, est pas flamboyant. Parce que la LFL, dans le pire état, où je parle d'un point de vue audience et hype, quoi, dans le pire état depuis pas mal d'années. Donc il y a un vrai questionnement. Pourtant, cette année, il y avait 2 clubs, entre guillemets, un petit peu amenés pour la hype, avec Zib. Parce qu'on avait bossé avec Webedia, justement, un format
un peu plus Rigolo, entertainment pour justement mettre de la fraîcheur, etc. Après, ça a ses avantages, ses inconvénients, Non, mais c'est pas simple. ça avait pris au début, parce que je me souviens, Mais ça avait plutôt hypé le début de la saison. le co-streaming avec Niski, il y avait des grosses stats, Ouais. etc. Pareil pour Tréton, C'est et un puis, peu- puis, c'est un peu retombé. puis c'est retombé. Ouais. Ouais, bon, là, il y a un vrai questionnement sur le futur. Que va devenir la LFL? Que vont devenir les ligues régionales européennes? Donc, à suivre. On regarde ça de près, quoi. Sur un jeu qui nous a fait vivre des beaux moments récemment, Ouais. même si on n'est pas allé au bout avec Rocket League. Bon, c'est très sympa d'avoir des events en France. La Défense Arena, c'est quand même incroyable. C'est peut-être un peu trop grand, on se disait. Bah, c'est bizarre, hein. C'est gigantesque. Comme moi, j'ai halluciné, quoi. J'ai jamais allé. Jingle anecdote, mais tu vois, genre moi je suis allé voir un tournoi de sumo quelques semaines après, donc à l'Accor Arena, et j'ai trouvé ça petit, quoi. À cause de la Alors cause de la que défense. c'est pas du tout petit. Non, ouais. c'est pas C'est quand même petit. une très belle salle. Ouais. Mais ouais, la défense, c'est assez hors norme. Donc ça crée un truc un peu bizarre, à la fois un écran assez dingue, un stage vraiment magnifique, Trop bon. mais Pareil, scénographie aussi à la Blast, hein, voilà, une partie des tribunes qui n'était pas ouverte au public. Bon, donc sentiment un petit peu ambivalent, peut-être une salle un peu trop grande pour créer un peu l'intimité et puis le bruit d'un event incroyable. Par contre, globalement, on était à la maison, on avait notre fan zone qui était vraiment hyper bien. Je crois que tout le monde a adoré, les joueurs sont passés plusieurs fois. Il y avait vraiment... Pas que, hein, d'autres joueurs. Il y a Ouais. Skite qui est venu de Fortnite, t'as Apex qui est passé. Non, donc ça c'était vraiment très réussi. La perf était bien. On est frustré La- de perdre tu Game perds. 7 sur un match hyper serré, mais Tu en perds deux réalité fois. c'est un beau tournoi. Bah, c'est un beau tournoi, tu perds 2 fois contre Cassé, Les qui gagnants, est, ouais. qui est un petit peu l'ogre de Rocket League avec ce corps Vatirato qui marche du feu de Dieu depuis maintenant de nombreuses années. Hein, je veux dire, c'est pas. Et puis ils ont un style vraiment qu'ils maîtrisent et que peu importe le troisième, et ben tu vois qu'ils sont capables d'aller au bout. Donc c'est un peu frustrant, surtout que il y a une dramaturgie, etc. Mais je pense que c'est un des plus beaux matchs Rocket League que j'ai vu depuis longtemps. D'ailleurs, les stats le parlent. Là, je suis en train de regarder la petite fiche là, mais 528 175 spectateurs Je ne en cite pic. pas de tête. Ouais. En Non, pic. super stat. Ouais. Donc ça prouve que le jeu est toujours aussi marquant, cool à suivre, etc. Petite nouveauté intéressante aussi sur l'écosystème. Ouais, C'est j'allais. tu veux en parles parler des crowdfunding. Ouais. Exactement. Oui, donc c'est un peu ambivalent parce qu'on voit Epic faire des choses qui n'étaient pas arrivées depuis beaucoup de temps. En fait, Epic, pour ceux qui ne suivent pas, connaissent pas l'historique, a vraiment une défiance forte avec les clubs e-sport. Et ils nous détestent. Voilà, on n'a jamais trop élucidé pourquoi. Enfin, pas nous, Vitality, mais les clubs. Epic a vraiment une politique player first, tout est pour les joueurs et en fait les clubs n'existent pas dans l'écosystème, donc il n'y a jamais rien qui est fait pour nous et c'est pour ça que beaucoup d'orgues historiques sont partis de Rocket League parce que même si le jeu et de Fortnite, même si ces deux jeux sont incroyables, au bout d'un moment il n'y a pas de modèle pour les clubs et donc ça c'est toujours une problématique. On va pas refaire encore une digression là-dessus, mais ça s'arrange pas spécialement. Mais là on voit y arriver un crowdfunding, donc des objets in-game qui financent et les joueurs et les clubs. Donc ça c'est une super nouvelle sur le papier, mais bon, ça n'a pas vraiment cartonné, quoi. Enfin, à l'échelle de Rocket League, c'est bien. Je veux dire, je crois 550 000 de revenus. Oui. Bon, c'est ça. Une fois voilà. que tu divises ça entre moult joueurs Exactement. et moult clubs. Mais surtout, ce qui est assez abusé, c'est qu'en fait, en gros, ils ont fait un système qui récompensait le meilleur joueur offensif, défensif. Et du coup, ils ont pris juste des stats et c'est l'équipe quasiment, c'est NIP qui a tout gagné. Alors qu'ils ont rien fait du tout. Alors que, justement, ils ont un petit peu farmé les stats en pool. Et donc, du coup, il y a un système aussi qui est pas forcément sur la méritocratie, mais plutôt sur un peu avec les pieds. C'est plutôt sur un composant statistique pur et mathématique, quoi. Bon, écoutez, c'est déjà quelque chose. Après, je me dis, c'est quand même un signal envoyé vers l'écosystème. Maintenant, va falloir faire mieux, mais c'est un début. C'est un début, et après il faudra voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi de questions sur les prolongations, sur le mercato, etc. Et évidemment, il y a beaucoup de questions autour du jeu, beaucoup de questions où on va voir si... Oui, ça commence par là, avant de parler de prolongation, etc. Quel est notre futur sur ce jeu ? Pas qu'à nous, parce que je pense que c'est une discussion que les autres clubs aujourd'hui se posent également. Après, Vitality est historiquement engagé depuis la saison 4, a gagné 2 fois le championnat du monde dessus, on a gagné énormément de tournois en Europe, etc. Donc il a une place particulière qui nous rend un peu biaisé, on va dire. Mais globalement, effectivement, sur le moment où, et on va parler justement du business derrière, où c'est
toujours très difficile, l'économie des équipes et l'économie e-sport en général. Je veux dire, ça fait partie des arbitrages qu'il faut falloir discuter, etc. Et nous, on a très envie de continuer là-dedans, etc. Mais si on continue, il faut qu'on ait une équipe qui soit compétitive, mais à quel prix? Et il risque d'avoir un mercato très, 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 très féroce et agité. Ouais, à suivre. Et prochaines étapes pour RL, ça ressemble à beaucoup d'autres jeux puisque c'est l'eSports World Cup. Et puis ce sera les Worlds aux États-Unis. Aujourd'hui, Vita est l'un des quelques grands clubs dans le monde sur le plan des sponsors et des partenariats. Peut-être si j'en cite deux autres, il y a Team Liquid qui est vraiment, on va dire, un champion historique en termes de business autour du sponsoring. T1 qui fait très fort sur le sponsoring. Ouais. Et Vita, honnêtement, aujourd'hui, on a tout notre écosystème de partenaires sur Counter-Strike. Ça me va bien cette liste, moi. Ça me va bien, je trouve ça sympa. Ouais, c'est vrai, c'est un club plutôt agréable, des compères avec qui traîner. Et là, on a bien développé l'écosystème français de nos partenaires. Bon, on a historiquement depuis pas mal d'années le Crédit Agricole. Et maintenant, on a rajouté en partenaire principal Leclerc. On en a longuement parlé, il y a eu plein d'interviews, il y a eu ta vidéo qui a fait jaser dans les chaumières, voilà, ton jeu d'acteur, qui est pas mal du tout. Je te félicite. Et non, c'est hyper important parce que en fait, ça vient continuer à avoir des marques qui sont pas du tout autour du, on va dire spécialisées dans le gaming, qui viennent dans l'e-sport. C'est une preuve de plus que l'e-sport grandit, l'e-sport touche de plus en plus de monde, l'e-sport est un phénomène de société et les marques l'utilisent pour parler à des audiences plus jeunes, plus larges, etc. Tout un phénomène qu'on connaît depuis pas mal d'années, qu'on a beaucoup ouvert chez Vita. On a eu Orange, pour citer les anciens partenaires, on a eu Renault F1, c'est plus des partenaires, mais ça a compté pour Vitality. Il y a eu Adidas, pareil. En fait, on a souvent été pionniers d'avoir des nouveaux médias, un Canal+ aussi. On a eu Canal+, donc des nouveaux secteurs qui viennent dans l'e-sport. Et en fait, on continue ce cycle-là avec une marque gigantesque, quoi. Une marque adorée des Français. Et ce qui est très bien, c'est qu'on voit que Leclerc, ils avaient très peu de sponsoring. Ils ont principalement le Tour de France. Après, les Leclerc peuvent avoir plein de sponsoring au niveau local, mais d'un point de vue de la maison mère, il y a quasiment rien. Non. Et ça a fait beaucoup de bruit en fait dans l'écosystème du sport business, puisque tout le monde est venu nous voir en mode comment vous avez fait pour avoir Leclerc? Mais ça, on peut en parler parce que moi, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de la signature de Leclerc. Ouais, c'est extrêmement puissant. Parce que comme tu dis, cette rareté côté sponsoring, et puis parce que c'est effectivement une des marques les plus fortes en France, quoi. Ouais, et puis il y a un truc qui est vraiment fort, c'est que dans nos interlocuteurs de Leclerc, on dit on est une grosse boîte, ça m'a mis du temps de préparer ce partenariat, de l'annoncer, et donc ça a été beaucoup de travail des équipes pendant plusieurs mois, un peu de manière cachée avant le lancement. Mais après, Leclerc nous a dit, nous, quand on fait un partenariat, on y va à fond, on met les moyens. Et c'est vraiment ce qu'on voit. Déjà, Michel-Édouard Leclerc est venu au bureau, découvrir un petit peu l'e-sport, découvrir Vitality. Il a énormément de questions, il veut tout savoir sur l'e-sport, c'est assez marrant. Je pense qu'on va le faire venir à un événement. Lui, il a envie d'en parler, il est assez fier du partenariat. Donc ça, c'est hyper marquant. Il a une approche ultra bienveillante aussi de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, il veut comprendre, il veut pas paraître faussement cool et dire regardez, je maîtrise. Il a vraiment cette humilité aussi d'essayer de comprendre, et c'est vrai qu'il nous a cuisiné pendant des heures pour essayer de comprendre le jargon, de comprendre la communauté, de comprendre les enjeux, les parallèles avec le sport, etc. Donc ça, c'est aussi hyper plaisant qu'on a un partenaire qui s'assoit à notre table en face de nous, qui fait ce travail un petit peu presque de reporter. Et donc du coup c'était une superbe rencontre de l'avoir un petit peu avec nous tout cet après-midi avec les équipes, etc. Donc ça prouve encore une fois qu'il y a beaucoup d'envie de leur côté. Ouais, donc ça c'est top, et il y aura énormément de choses. Là il y a le tournoi pour ceux qui suivent dans les magasins Leclerc sur Rocket League, le maillot vendu, le maillot qui est en magasin, donc ça c'est très sympa. C'est aussi le livre également aussi. On a une BD qui retrace un petit peu aussi le parcours croisé un petit peu de différents profils assez légendaires chez Vitality, qui sont Rocky, Liloun, Apexio et Fabien et moi-même, exactement. Et donc du coup on a fait une sorte de petite chronique, de petites archives BD assez light, où on a voulu juste avoir une sorte de petits témoignages. Et du coup c'est vrai que Leclerc aussi, quand ils ont vu le projet, ils ont été hyper emballés, et donc il y en a pas mal aussi dans les espaces culturels, donc voilà. Et au passage je suis très fier de cette BD, donc j'espère vraiment aussi que les fans auront l'occasion de se l'accaparer, parce que je pense que c'est aussi des belles histoires, et de garder une petite trace et un petit peu de système d'archives. Voilà, et donc Leclerc, hyper grosse nouvelle. On a aujourd'hui 13 partenaires. Je citais le Crédit Agricole
qui est hyper important aussi, par exemple. On a des partenaires un peu dans tous les secteurs clés. Mais voilà, aujourd'hui, Vitality, c'est une des top équipes mondiales sur le sujet. On a rajouté 2 nouveaux partenaires axés performance avec Blacklight sur le côté chess gaming et Physio sur des produits axés autour de la performance. Ça, c'est tout nouveau. On va développer beaucoup les contenus, le storytelling, expliquer ce qu'est Physio. Voilà. Pareil, c'est une grosse marque derrière, c'est un gros labo pharmaceutique qui investit beaucoup dans l'e-sport, qui nous fait confiance. C'est une relation qu'on a mis, qu'on se connaît depuis maintenant pas mal de temps. On a vraiment beaucoup de belles choses, beaucoup de gens qui identifient Vitality comme la marque à laquelle s'associer. Ça, on en est hyper fiers. Et voilà, on va continuer ça. Mais c'est une énorme réussite de Vita. Et au-delà du côté partenariat, on accompagne les marques aussi sur le volet agence. Maintenant, on vous avait parlé de Rushby, donc notre agence e-sport et gaming au sens plus large. Ça c'est marrant parce que c'est aussi un petit peu le nouveau paradigme des équipes e-sport, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans de la diversification, c'est-à-dire que évidemment notre cœur de métier c'est la performance, c'est de raconter l'histoire de nos athlètes, de trouver des synergies et de l'ADN commun avec nos partenaires pour avoir encore une fois des belles histoires communes, mais il y a aussi ce volet, cette importance sur les mauvaises années, parce que ça peut arriver. Je pense qu'on est sur 2 très grands crus chez Vitality avec 2025 et 2026, ça annonce être aussi un très bon cru, mais dans ces années-là, on se rend compte que businessment aussi, ça peut être encore difficile parce que l'écosystème ne va pas assez vite sur sa monétisation, sa génération de revenus, et du coup, les clubs e-sport maintenant ont un seul mot à la bouche qui est diversification. Donc Rushby fait partie de cette stratégie de diversification, c'est-à-dire que c'est la continuité logique pour nous qui sommes des excellents performeurs côté sponsor et côté business sur les appels entrants ou sur les partenaires auxquels on dit non, ou les partenaires qu'on a in-house, de les accompagner un peu plus sur la production de contenu, sur de la stratégie. Et donc voilà pourquoi Rushby est né et voilà pourquoi Rushby va progresser. Ouais, et l'idée c'est en fait nos partenaires de pouvoir leur dire on va vous accompagner de manière beaucoup plus large sur vos contenus, sur votre discours de marque dans l'e-sport, dans le gaming au sens plus large. C'était la première étape et maintenant on bosse avec beaucoup d'autres marques qui sont pas nos partenaires et ça c'est vraiment l'enjeu de développement de Rushby. Il y a aussi énormément de sujets pour Rushby cet été avec l'eSports World Cup. Voilà, donc ça se développe très bien. C'est tombé de nulle part. Ouais, voilà encore de l'inattendu dans l'e-sport et du boulot qui arrive pour les équipes, mais il y a de quoi faire. Et globalement, Rushby, ça fait 1 an. Une grosse année que c'est arrivé et c'est plutôt en train de suivre son plan de développement. Il y a encore énormément de choses à faire et c'est un univers concurrentiel où il faut aussi s'installer, être identifié, que des marques se disent « Ok, je suis pas expert de ce secteur, qui va m'accompagner, qui va me guider ?» Et Rushby devient une référence là-dedans. Et on n'est pas encore le numéro 1, mais ça grandit bien. Un dernier mot sur Rushby, ça nous permet aussi de développer de nouveaux produits, notamment ce qu'on fait avec Avoc autour de Map Fortnite, qui est un sujet qu'on n'a jamais exploré et exploité, et qui est hyper intéressant. Mais on parle d'Avoc un peu après. On se parle brièvement du développement en Chine, mais globalement on fait presque 100 millions de vues au premier semestre sur les réseaux sociaux chinois, 84, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même à l'échelle de la Chine, c'est beaucoup. Ouais, on a plus de 150 000 nouveaux followers, on a plus de 300 000 sur Bilibili. Oui, donc il faut savoir qu'en Chine, il y a vraiment pas mal de réseaux différents qui ne sont pas du tout ceux que nous on utilise. Mais là, récemment aussi, je parlais à des Chinois qui disaient « Ouais, vous êtes vraiment en train de faire une bonne perf sur les réseaux. Vitality a vraiment une belle empreinte, quoi. » On le sent aussi, parce que c'est-à-dire que maintenant, il y a pas mal de marques ou même de promoteurs qui font des tournées en Chine. Ouais. Par exemple, sur Counter-Strike, parce que Counter-Strike n'a pas encore le prestige qu'un League of Legends ou un Valorant peut avoir, parce que c'est vraiment des IP où... Oui, mais... C'est-à-dire que si tu es fort sur League of Legends, c'est important pour la Chine, mais il y a des équipes tellement plus fortes en Chine qu'une certaine manière, c'est un peu différent. Parce que sur Counter-Strike, le jeu est moins fort, mais on est les meilleurs du monde. Ouais. Donc tu as une résonance un petit peu différente. Tu n'as pas la comparaison avec les équipes locales. Donc c'est intéressant quand même. Mais c'est vrai que tu vois, ces opérateurs un petit peu, eux, ils essaient de trouver des show-match ou des choses comme ça, et on voit qu'on a beaucoup plus d'appels entrants, évidemment... par le statut de l'équipe et le prestige, etc. Ouais. Mais aussi parce que
les fans chinois sont de plus en plus fans de Vitality, donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on le voit aussi sur nos partenariats avec le WC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on coexiste, on cohabite avec pas mal de grosses équipes chinoises, dont All Gamers, qui va être c'est des copains, même si ça va être des ennemis. Ça va être la guerre cet été. Parce que je pense que ça va être, et Dany vous en parlera mieux que moi sur le WC, mais ça va être partie des équipes qui sont capables d'aller chercher la première ou la deuxième place. La deuxième. Ouais, parce que première, voilà, on va pas exagérer non plus. Puis ne parlons pas trop de là, déjà ce week-end, ils ont ennuyé. Oui, non, eux, les premiers, quand on ne citera pas. Voilà. Et on a même sorti un sympathique hoodie. Oui, le hoodie qui a été d'ailleurs énorme carton là-bas. Tous les Européens et Français se disaient mais pourquoi pas nous, machin, etc. et tout. Donc on a fait quelques pièces en Europe qui se sont très bien vendues également. Mais à la base, voilà, on a du merch aussi un peu exclusif qui est à destination uniquement de la Chine et qui était sold out très rapidement. Ouais. Et pour finir sur la Chine, voilà, il y a d'énormes campagnes qui sont prévues autour de Valo et de CS en deuxième partie d'année. Donc là, ça cook fort. Tout le monde, c'est ce qu'on s'est redit. C'est, effectivement, il va y avoir Shanghai avec les Champions. Et la tournée CS. Et la tournée CS. Alors la tournée CS, ça va être un peu particulière parce que ça va être pendant les naissances. Pendant au moins une naissance, et donc du coup on va voir comment on gère ça, mais de manière générale, parce que il faut toujours qu'on revienne à Counter-Strike, c'est important. Oui, la tournée en Chine va être un petit peu amputée soit de MESI, soit de Apex, parce qu'à un timing près ça va être soit l'un ou soit l'autre, mais je pense que ça sera jamais les deux en même temps. Mais en tout cas de ce côté-là, et je le répète parce que c'est important, il faut toujours célébrer une naissance, et nous on est ultra ravis que les joueurs soient dans un moment de leur carrière et se sentent bien chez Vitality et dans l'e-sport en général pour créer une famille, avoir des enfants. Et nous aujourd'hui c'est l'émotion qui est la plus forte, et c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager en interne. À chaque fois que quelqu'un vient et nous annonce une grossesse, on la célèbre et on est très supportif là-dedans. Donc voilà, donc c'est la petite parenthèse CS pour parler de ça. Mais ça sera probablement pendant la tournée chinoise, et la temporalité fait que toute l'équipe sera là pour le Major, le moment le plus important, donc tout va bien. À part la Chine, un petit mot peut-être sur le Japon, parce qu'on a lancé les réseaux japonais, que ce soit autour des jeux de combat en général ou de Valo, il y a un vrai potentiel. Ça a été drivé énormément par deux métriques. La première métrique, c'est que quand tu regardes nos ventes de bundles, le Japon fait partie des pays qui... Les bundles Valorant, bien sûr. Le Japon fait partie des pays qui consomment le plus, mais pas uniquement chez Vitality, de manière globale. Ça fait partie des pays qui achètent le plus de bundles au monde. Donc il y a un vrai attrait, un vrai appétit. Valorant fait partie des priorités, donc forcément développer là-dedans, c'est important, surtout avec un joueur qui s'appelle Sayonara. Je veux dire, il y a une histoire commune, c'est hyper intéressante. Et la deuxième, effectivement, c'est un petit peu de manière agile sur le recrutement de Fenriti, qui fait partie un petit peu des grandes marques et des grands, on va dire, joueurs japonais. Donc c'est la première fois aussi qu'on signe un joueur de cet acabit et de cette nationalité. Donc pour nous, c'était une façon aussi de connecter un peu plus avec l'Asie et avec le Japon, qui est un marché spécifique, hein, parce que c'est vrai que Versus Fighting très fort, Valorant très fort, Rainbow Six très fort. Ouais. Sorti de ça, c'est pas des pas de fans de CS. Sur League of Legends, il y a eu des essais, il y a eu des équipes qui ont fait des Worlds et des play-in, etc. Mais je veux dire, c'est pas forcément, c'est un pays encore une fois très très différent sur sa façon de consommer l'e-sport. Peut-être tu veux dire un mot sur Avoc, parce que ça vient continuer un petit peu cette logique en fait d'acquisition qui nous permet de nous développer avec des nouvelles marques, ce qui est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Non. Donc on l'a vu avec Bigetron, by Vitality, évidemment. D'ailleurs ça cartonne en ce moment au niveau performance, donc bravo aux équipes indonésiennes. Ouais. Et donc Avoc, tu veux nous en parler parce que c'est ton bébé quand même. C'est mon bébé, oui, ça fait partie des plans stratégiques que j'ai un petit peu l'idée cette année. Donc le mercato Fortnite est tombé un petit peu en dernière minute. L'anecdote, c'est que je signais les joueurs pendant l'enregistrement du premier Vitality Inside. Ton portable sous la table, ça delay entre deux pauses. Donc voilà, mais du coup on a essayé d'avoir un duo rapidement avec des joueurs qui étaient plutôt proven, et on avait recruté effectivement 2 champions du monde, donc on s'était un petit peu offert les moyens de rêver. Malheureusement, j'avais oublié que sur Fortnite, les duos ne duraient que généralement 2 semaines et demie. Toujours ambiance e-sport 2013. Exactement ça, ça m'avait pas manqué. Et donc du coup c'est vrai
que quand le duo se rend et que je me dis bon bah écoute, soit on repart en full 2017-2018 où tu te retrouves avec 25 000 joueurs à signer 14 joueurs etc et dans les guidelines EWC ça marche pas, soit effectivement il faut peut-être que je laisse le rinté aux plus jeunes et déjà de dire ça Voilà, c'est tellement déjà, ça te c'est tellement je suis comme tellement un un ancien, boomer, je suis quoi. tellement un boomer déjà de dire ça. Non mais du coup c'est vrai que pendant cette période là c'était intéressé à Pixie et du coup j'avais rencontré Waz. Et Waz m'avait gentiment claqué la porte à la gueule en me disant never ever over my dead body tu auras Pixie. Et au final ils ont vu qu'on a signé des trucs et ils ont vu que le marché était un peu dérégulé parce que tous les gentils participants de l'EWC ont des moyens un peu plus on va dire importants que la plupart des clubs qui sont restés sur Fortnite. Ça fait cet effet-là quand t'es un club sur un jeu. Trackmania est un exemple et que le jeu est à l'EWC. Bon, d'un coup, ça s'emballe un tout petit peu, quoi. C'est sûr que tu pouvais recruter des joueurs pour pas cher et dire voilà, on va faire du storytelling, on a la fanbase qui va avec, mais après derrière quand t'as plein d'orgues un peu dopés on va dire et qui arrivent et qui font un peu péter la bulle et en gros c'est sûr que c'est plus difficile. Donc du coup moi j'avais quand même été globalement très impressionné par la qualité, la maturité et la vision de Waz que vraiment à matcher directement et au fil et il me commençait à me donner des conseils en me disant qu'il était un peu inquiet sur la viabilité du projet, que lui effectivement il avait envie de grandir aussi dans ce rôle de dirigeant mais qu'il voyait qu'il avait des freins un petit peu naturels. Et c'est sûr que nous ça fait maintenant quasiment 13 ans, 14 ans qu'on est dirigeant, on a connu un peu toutes les étapes de Vitality, les étapes de l'e-sport qui sont très cycliques etc. Donc moi j'avais pas forcément d'agenda en tête mais j'étais plutôt dans une envie de transmettre et de lui donner des conseils. Et puis à force d'en discuter, je sentais que il y avait une envie de se rapprocher, une envie de faire des choses communes. Donc, et par la force des choses, finalement, on s'est dit pourquoi pas s'associer. Et nous, ce qu'on a développé au fil des années, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ego à se dire qu'on veut prendre les décisions. Si quelqu'un sait faire mieux que nous, et il faut le reconnaître que Havok fait partie des projets les mieux gérés côté Fortnite. Ils ont gagné un major, ils ont une fanbase qui est ultra jeune, qui ultra engagée, qui a un amour de la marque, etc. Et donc on s'est dit c'est génial, on a une audience qui doit se rajeunir. Je veux dire, nous on est les grands frères, donc du coup du coup il y a ce truc là un petit peu, donc il y avait une envie aussi de se rapprocher d'une communauté plus jeune qui peut s'identifier. C'est aussi une hybridation parfaite entre de l'influence et de la performance, ce qui nous va bien, qu'on faisait il y a quelques années en arrière. Donc on ramène Zfar et Waz qui sont deux gros influenceurs au final qui nous permettent de raconter ces histoires, de les incarner. Et surtout il y avait une envie un petit peu à la Bigetron de se dire aujourd'hui Vitality est tellement connu et reconnu qu'il n'y a plus cette vanité entre guillemets de se dire qu'il faut qu'on mette du Vitality partout, surtout quand il y a une identité, un attachement à la marque Havok aussi fort. Donc on a un petit peu copié le modèle Bigetron qui était un magnifique succès pour le dupliquer côté Havok et la réalité de ces choses-là, de ce partenariat, c'est que c'est eux qui lead le show. Je sais qu'il y a beaucoup qui disaient pour hate, de dire ils ont vendu leur âme, blablabla, etc. Non, aujourd'hui, Waz et Zfar, ils gèrent Havok comme ils géraient ça, sauf qu'ils ont un peu plus de soutien derrière. Ils ont une équipe. Ils peuvent appeler tonton Néo. S'ils ont des besoins de conseils, pas sur Fortnite, mais sur toute autre chose. Ils ont une équipe commerciale qui travaille avec eux aujourd'hui, qui leur font signer des partenaires parce qu'aujourd'hui ils sont complètement vierges de partenariats. C'est aussi ça incroyable, en 1 an et demi d'avoir autant de succès, autant d'avoir développé autant de choses et n'avoir pas de partenaires, c'est aussi ultra intéressant, ultra challengeant pour nous. Donc bref, beaucoup de synergie pour dire qu'au final c'est un projet qui a beaucoup de sens, sur lequel on est très fiers et sur lequel la collaboration a démarré de manière très saine, très structurée, avec des personnes et des interlocuteurs qu'on a mis autour d'une table et qu'on a dit voilà ce qu'on ne veut pas faire, voilà ce qu'on veut plus faire, voilà ce que vous êtes capable de faire. Et au final, une fois qu'on a mappé tout ça, en fait, ça marche super bien, on est ravis et ça va faire que grossir. On passe directement au gros morceau qui sera le morceau final, sera l'eSports World Cup. L'eSports World Cup, je pense que maintenant les fans de Vitality connaissent bien le sujet, mais je vais quand même en redire quelques mots. C'est toujours pour moi étonnant d'avoir réussi à faire une compétition multijeu. Encore une fois, je le redis, j'avais jamais cru que ça pourrait exister dans l'e-sport. Ça existe, ça va être la 3e édition.
C'est crucial pour Vitality, vous le savez très bien. Il y a d'énormes enjeux financiers, d'une part, et puis d'autre part, c'est aujourd'hui l'une des manières d'être un peu sanctifié comme l'un des meilleurs clubs mondiaux, de jouer dans le club fermé des clubs qui participent vraiment à cette compétition. Enfin, quand je dis qu'ils participent vraiment, c'est qu'ils ont l'ambition de pouvoir faire un gros résultat. On sait tous que gagner est probablement, on va dire, est très très improbable, puisque Falcons a un investissement gigantesque sur tous les jeux de WC. Bon, il faudrait un concours de circonstances pour que qui que ce soit aille les chercher. Mais en tout cas, être sur le podium ou être dans les meilleurs clubs de cette compétition, ça te valide comme l'un des meilleurs clubs du monde, parce que ça veut dire que tu es capable de gagner ou de faire de la perf sur tous les jeux qui comptent dans l'e-sport. Donc c'est une compétition qui est clé pour nous et pour le prestige qui est de plus en plus grand, et évidemment pour le développement du club via le Club Championship. C'est crucial. On se préparait à faire une édition de plus avec une ambition encore plus grande, avec des nouvelles signatures, toutes les équipes qu'on a annoncées. Et puis il y a eu un petit twist inattendu. Je parle pas de la guerre, mais des surprises du chef. Voilà, surprise du chef. Conséquence de la guerre, c'est que ça devenait compliqué, voire intenable d'organiser une compétition en Arabie Saoudite, à Riyad. Et donc ils en ont été bien conscients. Ils se sont dit, ok, on va la faire ailleurs. Alors moi, je révèle pas ce qui s'est passé, les tractations, mais toujours est-il qu'à un moment, il y a une décision tout en haut de la chaîne de décision qui a dit ça sera à Paris. Et on a pour le coup un président, qu'on l'aime ou pas, là n'est pas le sujet, qui a toujours été soutien et moteur de l'e-sport et au fait qu'il y ait des événements en France. Et pour le coup, sur un événement aussi politique, ça a joué un grand rôle. Et donc ça s'est très vite décidé que ça allait se tenir en France et à Paris. J'avais du mal à y croire. Moi, on a eu des leaks un petit peu avant que ça sorte. Parce qu'en fait, là où j'ai du mal à y croire, c'est de se dire comment cet événement aussi énorme peut sortir de terre en si peu de temps. Ouais, parce que vous le voyez pas depuis Riyad, mais oui, entre voilà, nous, l'année on y va 1, chaque année. L'année 1 et l'année 2, déjà, c'est pas qu'il y a eu un step, c'est qu'il y a eu un Everest d'écart, quoi. C'est-à-dire que l'événement sur place là-bas, c'est même ne serait-ce que le boulevard, sur la construction des arènes, etc. L'événement, sur la deuxième année, il y avait même plus de débat. Tu voyais que c'était un événement qui allait faire que grossir, qui allait être insane, et d'un coup, c'était le rendez-vous attendu. Ouais. Et ils ont réussi à faire quelque chose comme ça, avec évidemment des moyens qu'on connaît, mais ils ont réussi à le faire en un an. Et honnêtement, l'année dernière, l'été dernier, c'était juste époustouflant. Ouais, que ce soit les arènes, à quel point elles avaient step up, l'Embassy, là, c'est là où tu peux faire ton business, etc. derrière, le boulevard, le festival, etc. Donc bon, nous on a toujours dit, c'est vraiment un truc de fou, il faut venir voir. De cette manière, on peut dire qu'on a de la chance que ça vienne chez nous. En réalité, plus que de la chance, ça vient un peu consacrer ce qu'on raconte un petit peu tout le temps. C'est la puissance de la France dans l'e-sport. Les fans français, l'engouement général qu'il y a, le soutien général au fait qu'il y ait des événements en France, à Paris. On l'a dit l'année dernière, il y a eu Rocket League, il y a eu Fortnite, il y a eu l'Evo, il y a eu les Champs de Valo. Là, on a encore eu à la Défense Arena, on a eu Rocket League. L'Evo encore. Et voilà, donc la France, c'est le pays d'e-sport. Moi, je le dis souvent en interview. Je pense que si je fais un top 3 des pays d'e-sport dans le monde, il y a la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud, voilà, berceau de l'e-sport. La Chine, parce que c'est gigantesque, notamment sur l'e-sport mobile, avec notamment Honor of King. C'est juste un phénomène qui est x100 par rapport à tout le reste du monde. Et la France, en fait, qui vient dans ce club-là? Donc la France, c'est clairement pour moi l'un des 3 grands pays de l'e-sport aujourd'hui. Et pas grand monde peut venir challenger la France. Voilà. Donc sans étonnement, quand l'e-sport World Cup doit se délocaliser, ça arrive à Paris. Et en fait, l'événement était déjà clé pour nous, mais là, ça va faire un x5 parce qu'on est à la maison, parce que les fans peuvent venir. Ils ont une politique de billetterie qui est de remplir les salles. Non, mais c'est incroyable. Donc c'est pas cher. Donc c'est venez, pas cher. et 24 ça se jeux vend. différents. Ouais. 24 jeux différents, 2000 joueurs et joueuses évidemment, et tu vois aussi que des tickets entre 5, 15, 17 balles. Ouais, ça va être une fête populaire, quoi. Exactement, et surtout tu vas pouvoir aller voir potentiellement Faker, Magnus Carlsen, Zivo, Zen jouer tout l'été sur 7 semaines de compétition, donc c'est assez extraordinaire pour les amoureux d'e-sport. Ouais, et puis on sera là, les joueurs seront là,
Les autres clubs français seront là. Il y a beaucoup d'activations, on peut pas tout annoncer encore, Ouais, ça va être énorme. Mais en termes de ce qu'on met en place, nous, les clubs français, et avec justement cette célébration, ça a été beaucoup de travail, encore une fois. On parlait de... Et c'est pas fini. Le RFP Valorant qui est tombé, le WC qui tombe à Paris, etc. Donc je veux dire, les équipes... Et le Colonne Major, on a mis les bouchées doubles. Je veux dire, on a beaucoup de travail, mais je veux dire, ça va être une belle fête populaire. Et aussi, voilà, hein, on le dit parce que ça fait toujours les gros titres, mais ils ont augmenté le cash price encore dans 75 millions de dollars. Ouais, et pour les clubs, il y a toujours 7 millions à la gagne, donc ça on sait que c'est très dur d'aller le chercher, mais derrière c'est 5 pour le deuxième, 4 pour le troisième, 3 millions pour le quatrième. Donc voilà, c'est à nous d'aller chercher cette performance-là. L'enjeu c'est... Voilà, nous on a un objectif qui est d'être Au moins top quatrième, 4. c'est le minimum, c'est notre seuil. C'est quatrième, on est dans nos clous. Et évidemment, on rêve de mieux que ça. Oui, parce qu'en plus, l'année dernière, on a rêvé de cette deuxième place, voire de cette victoire. Oui. Parce qu'il y a eu un peu d'under et de sous-performance, à dire, côté Falcons. Très clairement. Maintenant, voilà, nous, je pense que déjà, si on arrive à défendre notre troisième place, c'est extraordinaire. Si on se maintient à quatrième, c'est très bien pour la boîte. On limite un quelconque risque. Mais voilà, mais globalement, et je le dis et je le redis, une fois qu'on a fait un peu le message politique et le message entrepreneurial de qu'est-ce qu'on a mis de manière réaliste au budget, oui, effectivement, si on a une occasion de la gagner, on essaiera de la gagner, même si on mathématiquement... Bien, hein. Oui. On a soulevé le trophée du Major à Paris en 2023. Si on pouvait soulever ce très gros trophée de l'eSports World Cup à Paris en 2026, ce serait incroyable. C'est quand même improbable. Voilà, mais du coup, il y a quand même ces tournois dans le tournoi, et du coup, ça va créer aussi une sorte d'émulsion autour des équipes. Hein. Je sais que par exemple, on le dit, Cologne est une déception, mais vous imaginez bien qu'un Apex, un Zio qui sont vexés quand ils vont venir à Paris, potentiellement dans une arène, potentiellement en rejoignant certaines équipes. Joué, oui. Et donc, je pense qu'il y aura une envie aussi d'en faire plus, une envie de célébrer, et surtout d'avoir cette occasion d'avoir des équipes qui ont une équipe qui a une ERA. Gagner un titre à Paris, donc je pense que ça devient une priorité. Ça l'était déjà, mais ça le devient encore plus, quoi. En fait, voilà, ça résume parfaitement notre position autour des Sports World Cup. C'était une énorme priorité pour Vita. Le fait que ça soit à Paris rend le truc encore plus dingue et en fait va drastiquement changer l'approche, le côté populaire de l'événement, quoi. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi, d'avoir les fans sur place. On va faire plein de choses à VIve, on va faire plein de choses à la Porte de Versailles, on va faire plein de choses s'il y a d'autres arènes. Voilà, le but c'est de se voir et de profiter de cet été. Puis ça va être gros. Ça va être cette semaine aussi où on va être un peu aussi les ambassadeurs de la France et de l'e-sport, parce qu'on va recevoir tous les leaders de Chine, d'Indonésie, etc., du Japon. Donc nous, on va avoir beaucoup de meetings. Ouais. Voilà pour l'eSports World Cup, on vous attend nombreux, parce que je pense que ça va être des gros moments d'eSport. Si vous êtes en transfert avant de partir ailleurs, ou même si vous avez quelques jours à passer à Paris, venez, c'est encore accessible. Pour ceux qui partent plus code tard. VIT15 pour de la réduction. Code VIT15, t'as raison. Important. Sachant que Vitality est le premier vendeur de tickets, ça fait plaisir. Exactement. Je pense qu'on a évoqué déjà un peu jeu par jeu les choses. Non, après, on peut juste redire toujours la même chose. Hein. Nous, on veut bâtir le plus grand club du monde. On est en bonne voie à plein de niveaux. Entre ce qui va potentiellement se passer cet été, toutes les compétitions qu'il y a en fin d'année, le développement de la marque, on suit plutôt notre feuille de route. Il n'y a plus qu'à le faire. Voilà. Le but de l'exercice, c'est vraiment de vous partager au maximum ce qui se passe dans les coulisses, comment on réfléchit aux choses. Alors parfois bien, parfois mal peut-être, mais voilà, pourquoi on prend les décisions qu'on prend, que vous éclairez un petit peu sur tout ça. S'il manque des choses, faites vivre le sujet en commentaire, ça fera du bien à la vidéo. Et d'ailleurs, voilà, pareil, c'est les sujets que vous voulez voir abordés pour le prochain épisode. Certes, c'est dans 6 mois, mais vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà. Merci à tout le monde. C'est bien, on va pouvoir aussi voir un petit peu notre shape avant-après. Je pense que j'ai pris un peu déjà des joues. Dans les 6 prochains mois, je pense que j'ai encore plus de cheveux et encore plus de jeux, de joues. Et de jeux. Ouais, arrêtons là. Non, il n'y a pas de jeu. Je sais pas. Je ne sais pas. Allez, suivez. Salut.